Je me suis pris par passion par le domaine aéronautique et spatial. J'ai pu lancer une fusée il y a 2 ans, 2023, et là j'en relance une l'été prochain. La fusée qui a été lancée, une des personnes avec son talkie-walkie qui reçoit l'information que la fusée a été aperçue sur le parking du public. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victor, qui est un ancien camarade de classe à moi du lycée. Il va nous parler de plein de choses très intéressantes. Il va nous parler d'ingénierie électrique, si j'ai pas de bêtises. Électronique. Électronique. Il va nous parler d'aérospatial, il va nous parler de plein de choses diverses et variées. Ça va être très intéressant. Si vous aussi vous voulez venir nous raconter vos histoires ou partager des histoires incroyables, n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages sur Instagram ou TikTok ou à remplir le formulaire qui est en lien dans la description. C'est ce que d'ailleurs Victor a fait. Ça va, il était pas trop compliqué à Non. remplir. J'ai même bien rempli. T'as bien rempli. Bah justement, on va bien développer ce que tu nous as dit. Donc tu as 23 ans aujourd'hui. T'as fait toute ton enfance, ou en tout cas presque, dans le 77 à Lieusaint. Et après, tu as déménagé dans le 91, c'est ça? Exactement. Sur le passage de la 6e à la 5e. Comment est-ce que t'as vécu le changement de département et d'école Un peu difficile parce qu'il y avait une tonne de personnes que je connaissais, de potes, dont certains, je garde toujours contact avec eux. Et on fait pareil des sorties ensemble au restaurant, au bar, ou des choses comme ça. Mais après, au départ, en arrivant au collège du Noyer de Ségonzac, à Boussy-Saint-Antoine, je connaissais personne. Et puis au final, ça s'est bien passé, l'intégration. Et puis malgré le fait que j'étais un peu timide au départ, et même dès la première année où j'ai rejoint le collège, j'étais délégué 5e, 4e, 3e, et après lycée 2 années, seconde et terminale. Ah, t'as fait des longs mandats de délégué. Un mandat de président. Ouais. Et ouais, c'est beaucoup ça. Je me rappelle quand on était. Puisque du coup, nous, on s'est connus au lycée. Il n'y avait pas beaucoup de gens au lycée qui se portaient volontaires pour être délégués. Non, c'est vrai, plus on avançait, moins il y avait de concurrence. Il y en avait quand même dans notre classe. Ouais, bah après, ça dépend aussi des caractères. Oui, Mais du coup, toi, au lycée, quelle filière Enfin, moi je sais, mais quelle filière t'as choisi j'avais pris SVT au lycée Maurice Elio. Comment t'as su que tu voulais... Parce que tu t'es orienté dans la filière scientifique par choix. Qu'est-ce qui t'a décidé de faire ce choix? Ma fascination par les technologies, puis je me suis pris par passion par le domaine aéronautique et spatial, et je savais que je voulais travailler dans tout ce qui touche à ce domaine, ce secteur. Puis après, ça s'est développé au fur et à mesure de ce que je voyais en salon ou à la télé, des reportages ou des moments de décollage de fusée, par exemple. Et donc toi, t'as vraiment choisi ta filière en sachant déjà que après c'est plus simple pour t'orienter dans tes futures C'est ça. études. Ouais, donc C'est ça. c'est pratique. Initialement, je savais dans quelle partie je voulais m'orienter. Et pour la terminale, j'avais pris la spécialité physique pour le coefficient, qui était peut-être la plus avantageuse, parce qu'on avait un prof Je me rappelle. qui donnait 5 sur 5 ou 20 sur 20 si on faisait son travail, par défaut, chaque trimestre. Et Le pauvre, tu vas lui apporter des problèmes. Mais c'est vrai que les cours étaient très... Enfin, moi, du coup, j'avais choisi bac S parce que juste, je savais pas... Enfin, je voulais faire de l'audiovisuel, mais il n'y a pas vraiment de filière de prédilection pour ça. Du coup, j'avais choisi bac S parce que je trouvais ça juste cool de découvrir la nature, la vie, tout ça. Et là, j'avais pris option physique, justement parce que je savais qu'on allait faire des expériences. Et pour le coup, je trouve qu'avec ce prof-là, c'était vraiment super cool de faire des c'était cool. expériences. C'était cool. En plus, c'était dans ce sens-là qu'il voulait orienter son cours. C'est nous faire un maximum de pratique,
liées à la physique, tout ce qui est phénomène ondulatoire, structure physique des matériaux. Tu viens de me rappeler des cours de physique en plus. Heu, Après donc on a passé le bac l'année du covid. Comment toi ça s'est passé? Parce que toi du coup les services, enfin les services pas du tout, les universités tout ça, scientifiques c'est très sélectif. Comment ça s'est passé pour toi? J'avais postulé à l'école où j'ai passé mes études et, et d'autres, je voulais postuler à des classes prépa publiques, enfin prépa classique. Et j'avais postulé aussi à l'IPSA, qui est l'école d'ingénieur que j'ai eu pour mon parcours post-bac. Normalement, il y avait plusieurs phases pour accéder à l'école. Et au final, j'ai pu passer sans concours, juste à partir de l'examen de mon dossier. J'ai été pris parmi le- les premiers. C'était quoi les phases que tu aurais dû passer? En fait, d'abord, il y a une phase d'examen des dossiers. Parmi tous les dossiers qu'il y a, les meilleurs candidats, ils passent direct. Et il y en a d'autres qui sont en sélection, qui vont passer des oraux. De ces oraux, les meilleurs sont gardés. Donc ces oraux, c'est soit de la motivation, enfin, il y a de la motivation plus du technique. Et puis après, c'est une phase d'écrit où les candidats passent des épreuves écrites en maths, en physique, pour pouvoir sélectionner les étudiants qui rentrent dans l'école. Et moi, j'ai eu la chance de passer direct, sans rien d'autre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'école, nous dire un peu ce qu'elle fait? Parce que tu sais quoi le nom déjà? L'IPSA, c'est Institut Polytechnique des Sciences Avancées. C'est à Ivry-sur-Seine, mais il y a plein de campus. Comme c'est une école d'ingénieurs, des fois, les écoles d'ingénieurs, elles ont une formation intégrale qui fait 2 années de préparation aux outils. Donc, plein de maths, plein de physique, des calculs littéraux à rallonge. Moi, mon école, elle est orientée dans le secteur de l'aéronautique et du spatial. Et c'était ce secteur-là que je voulais m'orienter. C'est pour ça que j'ai choisi cette école. Et ce qu'elle fait, c'est à la fois dans la partie mécanique et à la fois de la partie système embarqué. Donc, travailler sur les avions, les futurs avions, les futurs drones, les technologies en rapport avec le spatial, les lanceurs, les satellites. Et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup de faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette école. Enfin, dit comme ça, moi j'ai l'impression que c'est genre pas inatteignable, mais ça a l'air très. C'est loin. Enfin, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, c'est des trucs où il faut avoir un certain niveau, tu vois, pour y accéder. Un peu, mais c'est aussi, par exemple, ceux qui sont passés via les écrits, ça veut rien dire, dans le sens où en travaillant dur, en faisant des recherches, en faisant des exercices, il peut quand même y avoir la possibilité de réussir les études. Il faut juste y accrocher, quoi. Oui, surtout au début, parce que surtout avec le Covid aussi, où le programme n'a pas forcément pu être suivi dans sa totalité. Derrière, les années de prépa peuvent paraître très difficiles pour les étudiants parce que certaines notions n'ont pas été vues ni comprises. Est-ce que justement, tu as l'impression que le Covid, ça a un peu tout chamboulé et ça a un peu vraiment changé tout ce qui est processus pour atteindre justement le cycle ingénierie? Un peu parce que il y a eu beaucoup de cours et d'examens qui sont passés en visioconférence à distance, et surtout en visioconférence où les étudiants peuvent ou non suivre assidûment les cours. Donc ça peut chambouler derrière les résultats en examen. Et notamment ma promotion, la première année, je crois que c'est une des promos où il y avait eu le plus de redoublants, de personnes qui n'ont pas réussi à passer le premier semestre, le second, parce que via le Covid, le suivi des cours, de la totalité des cours qui étaient en distanciel, et certains examens pareil, en distanciel. Ça peut aider aussi
certains à contourner certaines règles, mais en soi, moi, je l'ai abordé avec quand même du travail, il fallait, et je m'en suis sorti. Quelle filière tu as pris et quel rythme de travail tu as eu? Après ma classe prépa, j'ai choisi de m'orienter dans la partie système embarqué, parce que j'étais un super fan de cette partie-là. Juste, tu peux nous De expliquer ce que c'est le système système embarqué? embarqué, c'est, par exemple, prendre, au niveau des objets, connectés ou téléphone, tout ce qui va permettre de faire fonctionner, ces objets, donc c'est, les cartes électroniques qui vont OK. avoir des composants à l'intérieur qui vont, répondre à des fonctions. Par exemple, afficher, un écran, une image. Par exemple, charger, un téléphone. C'est tous ces éléments-là qui touchent, des objets, du quotidien, mais aussi pour le secteur de l'aéronautique et du spatial, qui vont répondre à des fonctions à bord, de l'avion, d'une fusée, d'un satellite, pour qu'il puisse fonctionner, sans problème. C'est un peu le cerveau de l'objet, quoi. C'est ça, c'est un ordinateur, qui est embarqué et qui va lui permettre de fonctionner de manière autonome. Et donc c'est quoi ton rythme à peu près, Est-ce que c'est que école ou est-ce que tu as un peu d'alternance ou de Hem, stage? c'est que école, et un peu d'activité en dehors, associative. On a le jeudi après-midi qui est banalisé en général. En général parce que des fois faute de place ou de salle, on a des cours, ou des examens qui ont lieu, à ce moment-là, c'est, le jeudi après-midi qui est réservé, aux activités associatives de l'école. Ça peut être, du sport, ça peut être, du culturel, mais aussi du technique. Notamment, je fais partie d'une, association, technique qui conçoit et réalise des fusées expérimentales, et depuis la première année que j'ai rejoint l'école, et à l'intérieur, j'ai pu, lancer, une fusée il y a 2 ans, 2023, et là, j'en relance une, l'été prochain. C'est impressionnant. Quand tu dis, lancer une fusée, c'est genre vraiment, vous construisez la fusée et vous la lancez? Est-ce qu'elle va dans l'espace? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça En fonctionne? par lancer une fusée, au niveau étudiant, en fait, il y a, Planète Science, une association, bénévole, du CNES qui, a été créée, et qui organise, des événements qui s'appellent, le C-Space, notamment un par an, et c'est une campagne de lancement, pour des projets étudiants ou associatifs, pas forcément étudiants, mais c'est la visée pour permettre à ces groupes d'associations de lancer, de faire leurs propres fusées qui peuvent être de taille variable. On peut avoir des petites fusées, de 1,20 m jusqu'à, 2 m, même 70 Ah oui. ou plus, selon, les projets, et en fait, c'est des projets qui ont une hauteur, maximale de 3 000 mètres, parce que c'est le plafond, en France, parce qu'au-delà, on rentre dans la zone, publique, trafic aérien, public, et faut éviter, de croiser un avion, on sait jamais, surtout que le lancement a lieu en ce moment, depuis au moins 10 ans à côté de Tarbes. Camp de Gers, c'est un camp de parachutistes qui est aménagé, pour l'événement, et pendant une semaine, les associations, arrivent avec, tout leur matériel pour le contrôler que leur fusée est conforme avec, les règles. On a un petit cahier des charges à respecter, pour, toutes les règles de sécurité, à la fois pour le sol, pour tous les gens qui seront autour, les infrastructures aussi, mais aussi, pour que la fusée puisse voler, et aussi faire fonctionner une expérience, à bord. Ça peut être, des relevés de données pour reconstituer le vol, pour comprendre ensuite comment s'est passé, certaines choses, qui voulaient être, testées. Par exemple, la résistance mécanique, d'une fusée. Qui en fait, c'est un cylindre avec, un cône au bout, des ailerons, voir tout ce qui est résistance des matériaux, des choses comme ça. Et en système électronique, on a, tout ce qui est, on peut avoir des systèmes de contrôle, notamment la fusée que j'ai lancée en 2023,
avec l'équipe de mon asso. C'était une expérience de contrôle d'apogée avec des aérofreins qui se déployaient un peu comme ça, à partir d'une petite tige hélicoïdale et une bague qui, en descendant, faisait pousser des surfaces pour contrôler le frottement avec l'air pendant le vol et atteindre une altitude fixée, donnée dès le départ. J'avoue que là, tu sors des mots très spécifiques, très Euh, scientifiques. Est-ce que tu pourrais vulgariser un peu, en par gros, exemple, si tu expliquais à un enfant de 5 ans, là, l'expérience, c'est envoyer un objet à une hauteur donnée en modifiant la vitesse. OK. Oui, du coup, c'est plus simple à Plus comprendre. simple. Et donc, en général, une fusée, c'est un cylindre avec un cône et des ailerons. Et on veut essayer de la contrôler, parfois, quand elle redescend. Parce que aussi, on déploie un parachute. Une fusée, elle monte jusqu'à une altitude en dessous de 3000 mètres. Puis vient une séparation qui déploie un parachute. Et ce parachute euh, aide la fusée à redescendre doucement. C'est quelque chose qu'on souhaite pour éviter tout risque et éviter que l'objet ne devienne un missile et, et fasse un trou au sol. Ouais, on va éviter de blesser des gens. C'est pour ça qu'il y a des règles, par exemple, une portée balistique, si dans le pire des cas, on a une rampe de lancement qui est orienté à 45 degrés, bah, on doit être dans un périmètre de 4000 mètres autour pour éviter d'impacter, de toucher des personnes. Les fusées, normalement, elles sont lancées, de manière, verticale? Avec un petit angle quand même, 85 degrés, où ça peut être variable selon le choix de l'association. En fait, on a un fichier Excel, qui contient une sorte de logiciel de calcul qui simule la trajectoire et permet nous de savoir quelle est notre portée balistique, quelle est notre altitude, et ensuite de mieux gérer tout ce qui est dimensionnement, orientation de la rampe de lancement, vitesse au moment de la redescente, qui peuvent impacter sur la résistance des matériaux, c'est-à-dire un aileron, à quel moment il peut casser, OK. par exemple. Oui, donc ça, tu peux le savoir, Oui, pour ajuster, quelle hauteur le lancer, quelle vitesse et c'est tout ça. ça. Je commence à m'y connaître. Du coup, tout ça, ça te permet d'avoir un premier pied dans l'aérospatiale. J'imagine qu'à ce moment-là, tu kiffes, un max? Vraiment, oui. En plus que cette association-là, elle a un pied avec le CNES, plutôt dire qu'elle est en contact direct avec le CNES à travers un projet qui s'appelle Perseus. C'est une initiative du CNES pour rassembler des associations étudiantes en France et en Europe pour travailler sur des projets de fusées encore plus gros que d'une fusée de 2 mètres, 3 mètres, plutôt des fusées de l'ordre de 6 mètres en général. C'est des démonstrateurs technologiques où chaque asso qui va travailler sur son domaine de prédilection. Par exemple, nous, c'est plutôt la partie mécanique, l'avionique, tout ce qui va être la coiffe, le tube et les ailerons. Parce que nous avons, des anciens ont mis au point un composite pour fabriquer des ailerons et des tubes. Composite, c'est un matériel? Oui, un matériau, un D'accord. mélange de matériaux. Ça peut être n'importe quoi quand on parle de composite, mais nous, c'était un sandwich entre de la mousse et du carbone, ce qui faisait que c'est très résistant pour tout ce qui est effort donc verticaux. Au moment de décoller, il faut que ça soit très, très résistant pour éviter qu'on ait au moment du décollage une compression totale de la fusée. Et à la fois, on a un enjeu dans le spatial, c'est le poids. On veut limiter le poids pour pouvoir transporter plus et aller plus haut aussi, plus rapidement. Et donc, ce composite-là a été aussi breveté par ces anciens autour de 2014 en année.
Et ça a permis aussi au CNES de développer ces lanceurs dans ce projet Perseus. Donc les fusées, pour ceux qui veulent regarder, des campagnes de lancement qui existent, c'est les fusées Sera, Sera 2, 3, 4, je crois qu'il y a des vidéos YouTube qui existent. Il y a aussi les fusées Ares, et là, prochainement, il y a Astreos qui est prévu dans ce projet. Et donc, il n'y a pas que ces démonstrateurs-là en tant que fusée, il y a aussi des démonstrateurs plutôt sur la partie uniquement propulseur. C'est le truc Oui, qui qui permet de va l'envoyer. permettre au moment lorsqu'on veut décoller, donner la puissance nécessaire pour quitter le sol et aller le plus loin possible. Fait beaucoup de données à Beaucoup intégrer. de données, c'est pas facile à simplifier. Ça, c'est ton parcours. Enfin, tu fais tout ça donc pendant ton association. Pendant mon temps libre aussi, même. Par passion pour l'association, ce qu'elle fait et le spatial, je donne de mon temps aussi en dehors. Après les cours, je vais au local de l'association. Et là, actuellement, je gère un projet qui est une fusée supersonique avec une expérience d'étude du champ de pression. Parce qu'il faut savoir que, donc, le terme supersonique, c'est dépasser le mur du son. En dépassant ce mur-là, il y a un phénomène qui va impacter drastiquement toutes les structures, en termes d'effort. Ce qui peut, si la structure n'est pas bien préparée, la casser complètement. Et ce qu'on souhaite étudier, c'est le champ de pression au niveau de la coiffe qu'on réalise afin d'évaluer, d'étudier un peu comment ça se comporte, où est-ce que le boom sonique a lieu et à quelle intensité pour évaluer si nos procédés peuvent être utilisés dans ce contexte-là. Et du coup, j'imagine que tout ça, ça demande un peu d'argent. Et Comment est-ce que vous trouvez vos financements? D'une part, l'école. Chaque année, on fait une demande de budget au service d'association de l'école. Et puis derrière, après évaluation, on peut avoir une somme qui est répartie en deux virements. Les 2 tiers vers novembre, et après le mi-mandat, on doit faire un rapport pour montrer qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent avec l'argent donné. Puis on a le tiers restant qui est donné vers février-mars. Et ensuite, on peut aussi avoir des sources de financement via des acteurs privés, par exemple le CNES ou d'autres partenaires. On a aussi une entreprise dans la défense, le secteur de la défense, qui s'appelle Turgis et Gaillard, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est véhicules militaires de défense, et qui nous aide parfois financièrement. L'année dernière, on avait lancé une fusée biétage. Biétage, ça veut dire 2 propulsions. On a un premier étage qui est relié à un autre, plus petit. Lorsque la fusée décolle, le propulseur va consommer toute son essence jusqu'à ne plus en avoir. Et à ce moment-là, on a une séparation et le déclenchement de la seconde propulsion pour amener le deuxième étage le plus haut possible. Du coup, tu nous as dit c'est le CNES qui t'aide en partie aussi à Oui, financer ça. c'est Est-ce que ça. tu peux nous expliquer ce que c'est? Pour vulgariser un petit peu, c'est l'agence spatiale française, la NASA française. Ok. Et c'est un centre d'études, directement l'acronyme c'est Centre national d'études spatiales. Et eux, ils font beaucoup d'études sur les technologies en rapport avec le spatial. Et aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est satellite, les débris dans l'espace, pour faire par exemple, étudier les trajectoires, les risques qu'il peut y avoir avec d'autres satellites. Est-ce que des protocoles d'évitement sont nécessaires? C'est-à-dire qu'un débris qui approche dangereusement d'un satellite, qui peut l'endommager beaucoup, qui vont extrêmement vite. Je ne me rappelle plus exactement à quelle vitesse, mais c'est tellement vite que ça donne
l'impact, un effort extrêmement haut. Et ça peut être aussi donc tout ce qui est technologie de lanceur, donc à travers projet Perseus avec les étudiants, mais aussi avec Ariane ou d'autres acteurs de start-up dans le spatial pour les aider aussi financièrement parfois. Oui, donc eux aussi, enfin, ils financent beaucoup du coup la jeunesse pour les aider plus tard Oui. à avancer. Donc c'est eux tous qui financent un peu ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette grosso modo de combien ça coûte de lancer votre petit projet de fusée? Ça va dépendre de l'expérience, de la taille et des efforts qui sont engendrés. Pour donner une fourchette, ce serait entre 6 000 et 10 000 euros. Pour nos projets, c'est dans cette fourchette-là de prix. Ça va que dans le matériel ou ça va dans autre chose? Ça prend en compte tout le projet du début avec les commandes de cartes, des matériaux pour faire tout ce qui est structure, jusqu'au déplacement en voiture, payer le logement sur place et voilà. Tu nous as dit que les lancements se faisaient à Tarbes, c'est ça? Tu peux faire que ça là-bas? Enfin, tu peux faire que les lancements, c'est que là-bas? Ou c'est que pour l'événement? En France, le plus connu, c'est le C-Space, mais de mémoire, il y a aussi d'autres événements qui existent, mais qui n'ont pas les mêmes conditions. Parce que, par exemple, le Planète Science, on nous fournit le propulseur qui est utilisé pour la fusée, alors que d'autres organisations, d'autres événements ne fourniraient pas ce propulseur. Mais en Europe, il y a aussi un événement dont mon asso souhaiterait un jour participer. Ce serait le Rock. C'est un événement qui a lieu au Portugal. C'est un concours de hauteur qui est organisé. C'est surtout par rapport à ça que les lancements se font. Atteindre 10 000 mètres d'altitude en hauteur. C'est 10 000 mètres, mais en France, tu nous as dit c'était 3 000. 3 000 mètres. Ça veut dire qu'en Europe, c'est pas partout pareil, les règles? Il y a un projet du projet Perseus Serra 3, qui a été lancé. Comment? Ça, c'est de quel pays? Français. Français, oui. Qui a été lancé en Suède, à Kiruna. Et là, c'était même beaucoup plus que 10 000 mètres, je ne me rappelle plus exactement, mais la limite est bien plus haute. C'est un camp de lancement spatial. Alors qu'en France, à part à Kourou, on n'a pas de camp de lancement spatial, simplement militaire. Et donc les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Lié encore une fois à cet aspect de sécurité des personnes. Il faut éviter de mettre en danger les gens. Si les fusées elles allaient à 8 000 mètres, 10 000 mètres, derrière le périmètre où est-ce que la fusée atterrit est beaucoup plus large. Et donc, on peut avoir une fusée qui va sur la route et qui crée un accident. Ouais, ça devient un peu plus imprévisible. Oui, c'est ça. Donc on va éviter. Surtout avec le vent aussi. Même petite anecdote liée au lancement en 2023, la fusée qui a été lancée, au départ on la voyait pas au moment du lancement, et puis après il y a une des personnes avec son talkie-walkie qui reçoit l'information longtemps après que la fusée a été aperçue sur le parking du public. Parce que on a le lancement, le camp de lancement. Puis après, il y a le public, ici. Et juste un petit peu plus loin, il y a le parking du public qui est positionné et qui... il y a des voitures, quoi. Et donc, on avait au départ très peur que la fusée impact soit sur une voiture et éclater une fenêtre. Mais heureusement, aucun mal était juste un peu dans les champs, un peu reculé, éloigné du parking, mais très proche. Et ça, c'est parce qu'il y avait eu du vent ou c'est juste les calculs n'étaient pas bons? Le vent qui a amené la fusée dans la direction inverse de là où on regardait, complètement opposé. On était en train de se demander quelque chose s'est mal passé, fusée balistique
ou Ça veut dire quoi? balistique, c'est un missile. Ok, pas sympa. Oui, quand on dit fusée balistique, ça veut dire que le vol a été balistique et ça veut dire que la fusée s'est juste écrasée au sol sans parachute déployé correctement. Ok, oui, Et, donc plus de dégâts c'est possibles. ça. Pour revenir un peu sur tes études, donc là c'était toute la partie chouette aérospatiale, tout ça. T'as eu aussi une option création d'entreprise, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a eu un module. Alors, c'est pas directement une création d'entreprise. En fait, c'est par rapport à un projet d'intérêt général qui est un module qui était présent en deuxième année, donc deuxième année de prépa intégrée, jusqu'en troisième année, donc première année de cycle ingénieur. L'objectif, c'est de mettre au point une solution technique avec tout le développement derrière contexte et tout pour répondre aux problèmes. Moi, initialement, mon projet, alors ça va être différent du second projet que j'ai rejoint parce qu'au final, j'ai travaillé sur 2 projets à la fois dans ce module. Et ce projet, c'était un portique pour les supermarchés, les hypermarchés, afin d'accélérer le temps passé en caisse et en fait de scanner tous les articles d'un coup, juste en passant à travers. L'objectif, c'est d'identifier un article avec une petite puce qui et c'est présent, par exemple, à Decathlon où il y a carrément des caisses. Tu as juste à poser l'article dans le bac et ça le scanne automatiquement, quantité, prix. Ah ouais, ah Oui, ouais, donc ça existe déjà? déjà, mais en miniaturisé pour des petites caisses, pour pas beaucoup d'articles. Et l'idée, c'était de rendre ce système-là en portique carrément pour que le caddie, il passe et tous les articles sont scannés d'un coup. C'est vrai que ça ferait gagner beaucoup de temps. Oui. Au final, le projet, on a simplement fini par proposer une solution technique, comment la mettre en œuvre. Et si on devait créer une entreprise, comment on positionnerait une offre autour de la vente, comment on proposerait, comment on le vendrait, comment on créerait l'entreprise, le financement, etc. Et au final, pendant le mois de février 2023, on me demande, on me propose de rentrer dans un autre projet en parallèle qui était plutôt pour les EHPAD. Et donc, ce qu'on me proposait de faire, c'est de développer une interface web afin de les assister, de les décharger de la quantité de travail qui était à faire pour mettre au point le projet afin qu'ils puissent lancer une start-up. Et ce projet-là, cette start-up-là, s'appelait Nos Aînés Connectés. Et ce projet, au stade où on m'avait demandé, on m'avait proposé, ils avaient gagné 2 concours. Un pour un appel à projet du Crédit Agricole et 3 000 euros ont été remportés pour mettre au point la solution et faire un test. Le deuxième, c'était pour un incubateur qui s'appelle Silver Innov. Et en gros, ils avaient remporté le concours, l'équivalent de 10 000 euros, mais d'investissement via des ateliers, des cours, des mises en avant, plein de personnes qui présentes pour nous conseiller, nous assister, pour nous permettre au projet de se lancer, de faire le test, de se lancer derrière en start-up. Et comment justement ils ont réussi, et toi aussi du coup, à avoir ces concours? Enfin, par exemple, Crédit Agricole, pardon, c'est une banque. Est-ce que c'est pas comment ça se passe pour, ce genre de concours? C'est venu via les contacts des gens, des personnes qui étaient au départ dans le projet. Aussi, ce qu'on devait aussi faire, c'est prendre contact avec des personnes du secteur, que ce soit pour la partie technique ou pour la partie sociétale. On avait besoin d'une validation pour dire que ce qu'on faisait, c'était cohérent avec le problème. Est-ce que, du coup, ce projet-là, il a été porté jusqu'à être, proposé justement dans les EHPAD? Ouais, donc j'ai rejoint le projet. J'ai au fur et à mesure développé l'interface et même en parallèle,
Je m'investissais même pour participer aussi à la vie de la mise en place entrepreneuriale du projet, en allant sur des salons, des, des séminaires qui avaient lieu, qui étaient mis en place par l'incubateur. Je participais aussi aux ateliers, je prenais des notes pour ensuite partager ce qui a été dit aux autres s'ils n'étaient pas disponibles. En février 2024, on a, on avait fini une première version de tout le dispositif que je vais décrire après pour le tester en EHPAD. Et ce dispositif a été testé pendant 4 mois. Et on avait 8 résidents, il me semble, qui, qui étaient partants pour participer avec leurs proches pour essayer le dispositif. En fait, c'était un ensemble pour connecter 3 parties prenantes, les résidents, le service de l'EHPAD et les proches. L'idée de ce dispositif, avec une tablette connectée à 2 interfaces web, c'est de permettre aux résidents de se sentir moins seuls et aussi de proposer un service de jeu pour pouvoir stimuler tout ce qui est capacité cognitive et mémorielle et permettre par exemple de détecter des maladies ou limiter des effets liés à au vieillissement, des choses comme ça, la dépendance. Et au niveau d'interconnexion, c'était par exemple donner la possibilité aux résidents de communiquer avec les proches, avec l'EHPAD, pouvoir aussi consulter tout ce qui est planning d'activité, les menus. C'était un peu comme leur petite secrétaire. C'est ça. C'est super pratique, surtout le fait qu'ils aient une plateforme où tout est ensemble. Parce qu'on sait que bah, les personnes âgées n'ont pas forcément connu l'évolution de la technologie, donc c'est un peu compliqué parfois pour certaines personnes. Donc vraiment avoir tout, c'est une super idée. C'était pas mon idée initiale. Oui, mais tu as quand même J'ai participé au projet, c'est une belle contribué. initiative. Et donc on a fait un test à Lyon, dans un EHPAD 5 fois les lions. Comme rien ne se passe comme prévu dès le départ. Euh, Pas toujours. Mais on a eu des petits soucis, par exemple des fonctionnalités qui répondaient pas aux attentes ou aux attentes fonctionnelles, le résultat. On corrigeait l'erreur, la chose. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Un, a- un ajout d'activité pour mon interface qui ne s'ajoutait pas, par exemple. Ouais, donc c'est-à-dire que la personne n'était pas au courant qu'il y avait golf à 14h. Oui, Ok. la conséquence, c'est ça. Mais, et derrière, pour corriger, c'est une ligne de code à rechanger. Donc ce projet-là, est-ce qu'aujourd'hui il est encore, est-ce qu'il est d'actualité ou comment c'est Malheureusement, fini ce ça test? s'est fini en juin de 2024, juste sur la fin du test. On est allé jusqu'à un stade où on a une première version finie. Derrière, il y a forcément des corrections à apporter pour faire une meilleure un produit, même si c'est un service au final. On avait des investisseurs qui étaient intéressés pour financer le projet, à hauteur même jusqu'à 100 000 euros. Ah oui, quand même. Oui. Du coup, pourquoi ça s'est pas En fait, c'est un fait? peu compliqué. Tout le monde était en 4e année, donc 2e année d'école d'ingénieur. Et nous, on avait des, ins- des inspirations, des aspirations divergentes dans le sens où moi, je ne me voyais pas euh, travailler 100% du temps dans ce projet parce que ce que je voulais faire, c'est travailler dans le spatial. D'autres personnes avaient aussi d'autres aspirations différentes et qui faisaient aussi que au final, on a décidé que malheureusement d'arrêter le projet. Après ça, tu as voulu repartir du coup, full, aérospatial, c'est ça? Oui, revenir à 100% de ce que je faisais à l'association. Mais par contre, je garde quand même d'excellente mémoire de ce projet parce que j'ai été confronté à un environnement entrepreneurial. C'est pas simplement mettre en place une solution technique. Il y a aussi l'aspect d'organisation, l'aspect de loi, de structure.
On avait commencé par une structure d'association, mais derrière, il fallait penser à plus tard comment on allait être en termes d'entité juridique. Pour revenir un peu, sur les fusées, tu as parlé de la fusée Ariane. C'est bien une fusée, hein, je dis pas de Oui, bêtises. oui, oui. Est-ce qu'il y a une symétrie? Enfin, est-ce que c'est un peu comme celle que vous lancez, dans votre association? Un peu, mais pas de la même taille, mais on retrouve des similarités. Par exemple, en termes de profil du tube. Après, ce sera pas forcément pas les mêmes dimensions, mais derrière, d'un aspect basique, c'est un tube, une coiffe, des ailerons, qu'on retrouve aussi sur Ariane. Derrière, quand on fait du billetage pour Ariane, ce sera beaucoup plus complexe avec des parties qui vont se détacher sur les côtés pour, euh, pour permettre beaucoup plus d'étages de fonctionner. Mais on retrouve des similarités dans la forme, mais c'est pas du tout la même taille. Et aussi, au niveau propulsion, par exemple, nous, on utilise de la poudre pour de la propulsion solide. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le propulseur, à l'intérieur, il y a de la poudre. On a comme si tu allumais une bougie ou de la TNT, par exemple. Tu sais, une sorte de corde, tu mets le feu, et après, ça va donner la détonation. OK, oui. Au moment de faire de la combustion dans le réacteur, ça va donner la flamme qui va propulser la fusée. Oui, c'est Alors, plus comme un pétard, comme oui. tu disais. Alors, ce qui existe aussi, c'est la propulsion liquide et biliquide solide liquide, qui est plutôt utilisé par Ariane, etc., et d'autres projets de fusée par rapport aux performances qui sont et au rendement. Enfin, c'est technique, mais surtout en termes de puissance, on a des limites avec du solide par rapport à du liquide. C'est comme une voiture, du coup, j'imagine, Pour est-ce que c'est la même essence, enfin, les mêmes Non, liquides? non, c'est pas comme de l'essence ou du kérosène, on pourrait penser, mais non, c'est différent. Je sais plus exactement les. Ouais, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment très spécifique pour maximiser la poussée. Comme de base, ça va être en vertical, voire un petit peu incliné par rapport à la gravité. Pour contrer un peu, enfin, l'un des challenges aussi au moment de décoller, c'est de combattre la gravité qui retient l'objet au sol. Et pour ça, on a besoin de plus de force que la force de l'attraction terrestre. Et pour ça, on a besoin d'incliner un petit peu la fusée pour faire en sorte que ça soit plus simple de sortir de l'attraction. OK, c'est pour ça que c'est incliné. Oui. On apprend plein de choses aujourd'hui. Pour le revenir sur, c'est se passe à un concours, c'est ça? C'est une sorte de concours. Il y a des prix à la fin. Est-ce que c'est tout le monde qui peut participer à ça ou bah, tu nous as dit c'est plus des associations et tout ça, mais est-ce qu'il faut déjà avoir battu un record ou un truc comme Non, ça? c'est ouvert à tous. En soi, c'est forcément plus orienté à des étudiants ou il y a même des lycéens ou des collégiens qui sont déjà venus au C-Space. C'est bien entouré. Aussi, on a des questions particulières, on peut les poser aux organisateurs, à des personnes qui s'y connaissent pour conseiller ou pour, par exemple, des règles. Si quelqu'un souhaite faire quelque chose, est-ce que ça rentre dans les clous du règlement ou est-ce que c'est faisable Tu nous as parlé du parking public tout à l'heure avec ta fusée qui a failli, casser une voiture. Oui. C'est-à-dire que, on peut tous aller visiter, enfin tous regarder les décollages ou Ça, par c'est contre, sur, c'est plus compliqué. Comme c'est un camp militaire, en général, le public, ce sera des personnes issues du milieu spatial, militaire, ou même peut y avoir des personnalités connues sur YouTube, par exemple. Par exemple, il y avait le youtubeur Hugo Lisoire et son frère qui étaient venus au C-Space 2023. Mais il peut y avoir aussi des industriels du milieu, par exemple MBDA,
La C'est une DGA, entreprise? C'est des oui, entreprises? les entreprises. La DGA, c'est plus national pour l'armement, tout ce qui est armement. Oui, donc c'est plus, pour eux, c'est plus dans un but, de voir ce qui se fait Oui, et tout ça, c'est ça. ouais, s'interroger sur les nouveautés, que les petits jeunes, Exact. vont lancer. Et c'est quoi la taille de la plus grosse fusée que toi t'es lancée? Que j'ai lancé, il n'y en a qu'une seule, c'était 1 m 60 à peine. Mais j'ai participé un petit peu à la fusée Billetage qui fait 2 m 70 et qui va être relancée là cet été. En fait, elle a été lancée, elle a fait vol nominal, c'est-à-dire elle retombe au sol normalement avec un parachute, avec 2 parachutes parce que avec les deux étages, il faut qu'ils redescendent au sol doucement, les deux. Avec tout ce qui est protocole, procédure, on doit vérifier pour lancer. Et ben pour une billettage, on doit vérifier pour lancer avec une seule propulsion, puis revérifier pour relancer avec les deux. Et en une semaine, s'il y a des problèmes dès le départ, c'est compliqué, c'est très short en termes de durée. Oui, donc les fusées, vous pouvez les réutiliser, plusieurs fois? Après, selon les dégâts qui peut, que peuvent subir au moment d'atterrir, peut y avoir certaines choses qui doivent être refaites, par exemple un aileron, une portion de tube, mais oui, elles peuvent être réutilisées. Pour lancer une fusée, vous êtes à peu près combien dans votre équipe? On est en général entre 5 et 7 actifs. Et c'est quoi à peu près les rôles, dans l'équipe? On se sépare en 2 équipes, une qui fait de la méca et une qui fait du système embarqué, de la mécanique, c'est-à-dire tous ceux qui vont concevoir les pièces, faire en sorte qu'au niveau d'un aspect mécanique, lancé pour le vol, on respecte tout ce qui est critères d'altitude, de retombée au sol. Ce département-là est vraiment très important. Et puis, il y a aussi la partie système embarqué que je mène, par exemple, pour la fusée prochaine de cet été. On fait les cartes électroniques, tous les systèmes électriques, électroniques, pour faire fonctionner les systèmes en vol de la fusée. Et c'est quoi toi ton rôle exactement, dans l'équipe? Ça va être de coordonner les 2 parties pour que la fusée soit prête et fonctionnelle pour le vol. Mon rôle, c'est aussi de m'assurer que l'électronique est compatible avec la mécanique et inversement. Parce qu'il peut arriver qu'on ait des difficultés parce que la case électronique, que j'ai un exemple ici. Oui, il va chercher, donc là, on va avoir la chance de voir en vrai ce dont il parle. C'est pas complètement la case électronique complète, c'est juste les cartes électroniques que j'ai fait entièrement, qui vont être rangées dans une sorte de support qui va former la case électronique. Et ce support-là doit pouvoir recevoir cet empilement de cartes, mais aussi la fusée en elle-même doit pouvoir tout recevoir. Du coup, ça, c'est une pièce très importante, Oui, dans la fusée. sans ça, la fusée devient une maquette parce qu'elle ne peut pas ou un missile si juste lancé comme ça, parce qu'il n'y aura pas de contrôleur qui va séparer la fusée en deux. Donc sur chaque carte, on a une petite puce comme celle-là au centre. Ça s'appelle un microcontrôleur. Et donc, comme son nom l'indique, il va contrôler tous les événements à bord, que ce soit des temps, que ce soit des données de capteurs pour les enregistrer, qui vont nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé en vol, tous les événements qui sont passés. Et derrière, ça nous permet, dans une démarche d'amélioration continue, d'éviter de refaire certaines erreurs qu'on a vues au moment du vol, des choses comme ça. Et donc, ceci, c'est un prototype. Alors nous, à notre association, on a l'occasion, on a la chance d'avoir des imprimantes 3D qui nous permettent, avant de faire la pièce, un ensemble mécanique complet, de prototyper, de faire une première version pour savoir si les éléments rentrent ensemble. Et ceci nous permet de faire le prototype d'une séparation
C'est un système où ici, ici et ici, on a des crochets qui vont se retirer, enfin qui vont plutôt s'écarter, afin de déboîter l'élément là. Ici, ça s'appelle un servomoteur. C'est un élément qui, avec un rotor, va donner suffisamment d'effort pour débloquer une contrainte. Une contrainte, c'est un blocage. C'est quoi un rotor? Un rotor, c'est une sorte d'engrenage euh, relié à une tige qui va tourner. Un moteur d'hélicoptère aussi, il y a un rotor qui est à la fois juste au-dessus de la cabine, mais aussi à la fois au niveau de la queue. Ah oui, pour gérer les hélices. Oui, on retrouve ça aussi sur les drones, sur tout ce qui est motorisé. On a besoin de ce type de moteur. Alors, il y en a plein d'autres des types qui seront plus adaptés selon les choses qui doivent être faites. Et donc cette partie-là va contenir un parachute qui va être déployé au moment du déclenchement du système. Tu parlais de hauteur, mais en fait, en largeur aussi, elles doivent être un peu grandes quand même, les fusées, pour avoir tout En, ça à l'intérieur. en diamètre, on est sur à peine 10 cm de diamètre. Donc c'est assez petit quand même. Mais pareil, ça peut être très variable selon les projets. Ça peut monter beaucoup plus large si c'est une grosse fusée avec un gros propulseur à bord. Et donc à l'intérieur, bah, les cartes qui sont faites là, elles sont basées sur un diamètre beaucoup plus petit pour pouvoir rentrer à l'intérieur avec tout un support, 7 cm de diamètre. C'est encore plus petit. Et même de base, elle devait être à 6,5 de centimètres. Et donc pareil, l'idée de l'électronique que j'ai fait, c'est d'essayer de compacter un maximum tout ce qui est composant, tout ce qui est carte pour gagner du poids et de l'espace. Parce que la fusée que je lance cet été, c'est une fusée qui doit atteindre 4,5 kg ou moins pour pouvoir atteindre le régime supersonique qu'on cherche à atteindre. Et donc, le mieux on réduit le poids, le mieux sera l'expérience qui va être testée en vol. J'espère ça se passera bien et que on réussira non seulement à, à pouvoir étudier le champ de pression, mais aussi récupérer la fusée pour pouvoir après coup l'exposer. En tout cas, nous, on te souhaite vraiment que ça se passe super bien. Ça se voit vraiment que tu es passionné par ce que tu fais. Comment ça t'est venu, cette passion? Au collège, j'avais commencé un peu le modélisme de bateau pendant une année où j'ai fait avec du bois dans une sorte d'association, un club, euh, un bateau, une barque de débarquement. J'ai malheureusement arrêté un peu trop tôt. Et elle était presque finie et j'ai pas pu récupérer et donc j'étais un peu dégoûté. Mais dans le même temps, j'avais commencé un hobby qui était Warhammer 40 000. Déjà, c'est un univers qui se passe au 41e millénaire et c'est aussi une sorte de marque pour des figurines à construire et à peindre, que j'ai commencé autour de la quatrième, et avec un groupe de potes qui étaient restés jusqu'au lycée. Dans l'idée, j'aimais bien faire des choses, des travaux manuels, du bricolage, même si Warhammer 40 000 c'était plutôt artistique, et moi, ça me plaisait bien. Et puis après, avec ma fascination pour le spatial, et puis après pour l'électronique, Ça a coulé de source. voilà, c'est exactement ça. Je m'éclate quand je fais de l'électronique, de la programmation sur de l'électronique. Donc ça me passionne. Ça se voit, tu as vraiment, tu sais, le petit éclat dans les yeux des gens qui sont passionnés. Et ça fait plaisir à voir, vraiment, c'est top. Tu en es où aujourd'hui, niveau études, niveau scolaire et tout ça? Alors actuellement, je suis sur la fin de mes études. J'ai fini les cours même, j'ai plus de cours.
Bravo. J'ai simplement un stage de fin d'études à finir, à compléter. Stage que je fais à Clamart dans une entreprise qui s'appelle Ametra. Ametra Engineering. Cette entreprise, c'est un service d'ingénierie. Donc ils font à la fois bureau d'études avec des ingénieurs qui proposent des solutions, des offres pour des clients dans plein de secteurs. Et à la fois aussi, il y a une partie de conseil aussi qui peut être mise en place pour les clients. Ce que je fais comme stage, c'est stage électronique, où principalement c'est de la conception de cartes, mais j'ai aussi eu l'occasion de faire beaucoup de tests et de validation parce que quand on conçoit comme l'électronique que j'ai montré, c'est pas simplement réfléchir à comment on va faire les choses, mais c'est aussi réfléchir à comment on va tester certaines choses afin que tout fonctionne comme on l'attend. Ce que tout le monde veut au Oui, final. c'est ça. Et que si des problèmes arrivent, il faut aussi avoir en tête des moyens pour donner des informations afin de trouver la solution au problème. Donc là, tu as un stage, mais plus tard, si tu devenais à remonter une société, comme tu nous as dit, bon là, tu es sur un projet, mais plus tard, qu'est-ce que tu referais, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu ferais différemment de la première fois avec le projet en EHPAD, qui du coup n'a pas abouti au final? Insister plus sur tout ce qui est communication en équipe. C'est quelque chose qui était un peu en décadence au fur et à mesure où le projet avançait. Donc ouais, ce serait plus d'un point de vue organisationnel. Ouais. Justement, on a prévu une petite activité, enfin un petit truc rapide. On va faire un petit pitch express d'une société, enfin d'une entreprise imaginaire. Pour ça, je vais te poser quelques débuts de phrases. Tu peux être sérieux comme tu peux faire, tu peux être créatif. C'est des débuts de phrases pour du coup pitcher une entreprise et à toi de compléter. Ça te va? Oui. Ok. Donc il faut vraiment dire le premier truc qui te passe par la tête, hein. On va pas se présenter ça à la banque. Ma start-up s'appelle. Totor Industries. C'est très original comme nom. Elle a pour mission de. Faire de l'électronique de puissance, Le problème qu'on résout, c'est envoyer de l'électricité. simple. Notre technologie est inspirée de. Star Wars, Nos premiers clients seront. les Martiens. Nos principaux concurrents seront. Les Vulcains. Dans 5 ans, on aura. On aura mis en place l'Empire. Waouh, un empire carrément. L'Empire galactique Star Wars. Notre slogan, c'est. Que la force soit avec vous. Pas du tout inspiré. Notre premier bad buzz sera dû à. Un trou noir. C'est des choses qui arrivent tous les jours en plus. Ouais, ouais. On pourra générer un chiffre d'affaires de. Infini. À l'infini. Alors là, le banquier sera très content. Est-ce que tu penses que ça, c'est une entreprise vraiment viable? Oui, totalement. On est tous d'accord avec toi, je pense. Bon, du coup, on a fini l'activité. Mon équipe t'a demandé quelle était ta devise et tu as répondu toujours aller de l'avant face à l'échec. Est-ce que t'as gagné cette mentalité de vie aussi due à ton parcours de vie? Est-ce que tu as eu des échecs, par exemple, qui t'ont peut-être poussé à aller au-delà de ça? Oui. Par exemple, un truc que je reprends parfois, chèque du permis. Des fois, enfin, moi personnellement, je l'ai raté 2 fois et je l'ai eu à la 3e fois. Puis à chaque fois, j'étais dégoûté, mais je quand même resté la tête haute et pour essayer de faire mieux la fois suivante et Ouais. finalement, C'est dur ouais. de passer à autre chose. Moi aussi, je l'ai raté une première fois. C'est vraiment dur de passer à Ouais. autre chose. Surtout quand les situations sont bêtes, quand c'est éliminatoire, alors que là, par exemple, la seconde était propre, sauf au début qui était éliminatoire, et puis après, la 3e fois, c'était la bonne. Et du coup, c'est ce genre de choses qui t'ont inspiré Oui. cette mentalité. Un autre échec, même si je trouve que objectivement, c'est une réussite au niveau association, le lancement de la fusée billetage, que j'ai pas pu
J'ai participé, mais de très loin et vraiment pas grand-chose, à cause de le projet EHPAD. Et aussi, dans le même temps, j'étais en semestre international, donc j'étais encore moins disponible pour être C'est quoi un semestre international? En 4e année, ou même dans les écoles d'ingénieurs, il faut passer au minimum 6 mois à l'étranger, que ce soit pour des études ou un stage dans une entreprise à l'étranger. Et moi, j'ai fait mon semestre à Zagreb, en Croatie. Et en plus, ça n'aidait pas non plus le travail de groupe dans le projet EHPAD, mais ça n'aidait pas encore moins de participer activement à un projet de fusée lié aussi à la vie là-bas, de pouvoir sortir, faire plein d'activités, profiter un peu. Mais du coup, t'as raté le lancement, Et c'est derrière, ça? après coup, j'ai raté le lancement de la fusée. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, je- je prépare en avance la fusée suivante, qui est la fusée que j'ai montré, l'électronique, et que, que je lance l'été prochain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, à vous, de On en a vraiment m'avoir appris. accueilli. Bah oui, bah merci de toi d'avoir voulu venir. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu pour parler tout ça, parce que nous, on s'était quittés au lycée et Oui. voir ton parcours de vie, franchement, je suis vraiment très impressionnée, genre bravo. Merci. Puis en plus, comme tu dis, tu as eu des échecs et tout ça, mais c'est fou de voir que tu t'es pas laissé abattre et que tu as continué à foncer et tout ça. Et puis en plus, l'aérospatiale, c'est un rêve d'enfant en soi. Il y a plein d'enfants qui ont ce rêve-là. Et toi, tu continues et tu fonces dedans, donc félicitations. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages sur Instagram, TikTok ou remplir le formulaire. Il y aura le lien en description. Vraiment, n'hésitez pas, on a des histoires comme Victor super intéressantes. Si vous aussi, vous avez des histoires à nous raconter, venez, tout le monde a des histoires à nous raconter. On est là pour vous donner le micro, parce que Micro et Rago, c'est ça. N'hésitez pas aussi, du coup, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Et puis, bah, à bientôt, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.